Je vous souhaite un bon webinaire et je cède la parole à Madame Marie-Ève Boucher, directrice générale du développement de l'industrie minière au ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Merci. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je souhaite la bienvenue à tous les participants de ce webinaire. Alors, il s'agit pour nous d'une occasion spéciale de diffuser les résultats des recherches auprès des partenaires du Fonds de recherche du Québec et du ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Je tiens à souligner que le Fonds de recherche du Québec, Nature et Technologie et le MRNF collaborent ensemble depuis maintenant 10 ans. C'est en effet en 2013 qu'est né le programme de recherche en partenariat sur le développement durable du secteur minier, qui comprenait alors 5 axes de recherche, qui était déterminé à la suite d'un chantier de réflexion sur la stratégie minérale du Québec et les meilleures façons d'optimiser les efforts en soutien à la recherche et au développement. Donc, depuis, et devant le succès du programme, celui-ci a été renouvelé à 2 reprises, soit en 2019 et plus récemment en 2022, pour la période 2022 à 2025. Donc, au fil des renouvellements, des champs de recherche se sont ajoutés et le programme comprend maintenant 7 axes de recherche couvrant l'ensemble des activités de développement. Ainsi, de 2013 à 2025, ce seront environ 180 projets de recherche universitaires et collégiaux qui auront reçu au total plus de 60 millions de dollars sur une période de 12 ans. Donc, au cours des années, certains résultats furent présentés lors des congrès Québec Mine. Aujourd'hui, on veut poursuivre cette tradition-là en faisant un peu différemment, en vous présentant au cours de ce webinaire les résultats des travaux de recherche de 4 chercheurs aujourd'hui. Donc, je m'arrête ici pour vous souhaiter un très bon webinaire et j'invite Mme Catherine Bergeron, qui est ingénieure à la Direction générale du développement de l'industrie minière, à vous présenter le premier chercheur invité. À toi, Catherine. Oui, bonjour tout le monde. Donc, notre premier chercheur et invité est un professeur émérite du département des sciences de la Terre et de l'atmosphère à l'Université du Québec à Montréal. Je parle de M. Michel Gibrac. Bonjour, M. Gibrac. Bonjour, Mme Bergeron. Donc, la présentation que vous allez nous faire aujourd'hui, c'est la recherche sur partager les informations avec les communautés par l'indice du risque social. Et puis, à la suite de votre présentation, je vais m'occuper de vous poser les questions-réponses qui auraient été dans le chat. Alors, je vous laisse la parole, M. Gibrac. Oui, bonjour à tous. Alors, on va essayer d'aller vers le partage de l'écran. Alors, ce qu'il est, le partage de l'écran. Partager du contenu. Est-ce que je prends la présentation qui a été chargée par vous ou je prends celle qui est la mienne? Je dirais, vous prenez la vôtre, mais si vous n'êtes pas en mesure de la partager... Oui, voilà. Est-ce que c'est bon? C'est parfait, c'est arrivé. Bon, parfait. Et bonjour à tous. Je suis très content d'être parmi vous ce matin. Et je vais commencer par remercier le ministère et le FRQNT pour me donner l'occasion de présenter les résultats de ce projet de recherche qui a eu lieu déjà quand même il y a quelques années, mais qui s'est prolongé en fait depuis et qui a donné plusieurs fruits. Donc, c'est une belle occasion. Et donc, l'idée, c'est partager les informations avec les communautés par l'indice du risque social. C'est un projet qui a été réalisé à l'UQAM et à l'UQAT dans le cadre de la chaire d'entrepreneuriat minier, avec l'Université Laval et avec la collaboration de la compagnie Goldcorp et de l'AMQ, donc l'ensemble des partenaires explorateurs, je dirais, au Québec. Donc, c'est toute une équipe multidisciplinaire qui a été mise en place, puisque vous voyez que ça regroupe des géologues, je suis géologue, mais également des personnes en sciences politiques, des spécialistes de communication, de gestion de projet, d'économie, même d'économie politique, de gestion, de responsabilité sociale des entreprises, d'anthropologie et de droit et de sciences de l'environnement. Donc, vous voyez qu'on a une mixité, je dirais, entre à la fois des sciences dures et des sciences humaines, pour essayer d'aborder une problématique qui est un peu complexe, qui est celle de l'acceptabilité sociale. Alors, en fait, l'idée de base, c'est, peut-on prédire le niveau d'acceptabilité sociale d'un projet minier? C'est un sujet important parce qu'on se rend compte que si on prend la plupart des grands projets miniers de la planète, ils sont tous avec du retard. Et l'une des raisons du retard, c'est l'acceptabilité sociale. Les pratiques minières traditionnelles avaient tendance à s'imposer au territoire.
Ce n'est plus possible aujourd'hui. Il faut un niveau d'acceptabilité local de plus en plus marqué et il faut effectivement donc gérer cet élément-là. Or, c'est mal géré, c'est mal compris et il faut redéfinir quelles sont les conditions clés. Je peux vous dire qu'il y a une décennie, en fait, j'ai vu des travaux dans lesquels on définissait 250 conditions clés. Évidemment, 250 conditions clés dans l'industrie, c'est un petit peu beaucoup. Donc, l'objectif de l'indice du risque social, c'est d'établir une liste des variables essentielles, de les hiérarchiser et de les pondérer. Et en fait, ça consiste à faire une évaluation pondérée, un élément qui serait acceptable par toutes les parties. Toutes les parties, ça veut dire les communautés locales, les gouvernements, les industriels, et que ça puisse servir de plateforme, en fait, pour se rendre compte de ce qui est capital, ce qui est important, et ce qui peut-être est peut-être un peu moins important. Alors, quand est-ce qu'on peut faire ça? Bien, en fait, ça, c'est une difficulté générale de tous les projets miniers. Les projets miniers, au démarrage, on ne connaît rien par définition, on connaît très peu de choses. Et pourtant, les communautés aimeraient tout de suite savoir si la mine va être grosse, importante, si ça va rapporter des emplois ou si ça va dégrader l'environnement de manière significative. Alors, il faut trouver un moment dans le processus minier dans lequel on en sait assez pour pouvoir avoir une idée de à quoi va ressembler la mine, et pas trop tôt, pas trop tôt parce qu'on ne sait pas, et pas trop tard parce qu'à ce moment-là, on pourrait plus modifier les projets miniers. Donc, dans ce schéma qui vient du ministère des Ressources naturelles, vous voyez qu'on se situe quelque part après la découverte, qu'on a fait des premiers forages, dont on sait déjà si on va faire par exemple une mine souterraine ou un open pit, si on sait qu'il va y avoir des problèmes de traitement des minerais à cause de minéraux pénalisants, si on va avoir un impact sur l'environnement, faune, flore, en particulier l'eau. Donc ça se situe, vous voyez, entre, je dirais, les premiers forages et la préfaisabilité. Donc quelque part au début de l'exploration. Ce qui veut dire aussi qu'on est dans une zone dans laquelle on a déjà dépensé peut-être $1 million et dans laquelle la surface contenue n'est pas immense. On n'est pas sur des milliers de kilomètres carrés, on est sur quelques kilomètres carrés et donc on sait déjà quel va être un peu l'impact géographique du projet. Donc c'est à la fois aussitôt possible. Et quand on regarde les statistiques sur les durées de l'exploration minière, eh bien, on voit qu'il y a à peu près 4 ans entre les premiers forages et la première estimation des ressources. Donc, ça nous donne une petite idée de ce laps de temps important dans lequel doit se faire ce partage des informations avec les communautés locales. Alors, le concept général de l'indice du risque minier, c'est ce que j'ai appelé le contexte Toblerone, un peu par gourmandise, l'idée étant qu'il y a deux espaces fondamentaux d'analyse du risque. Il y a un espace qui est un espace plutôt d'observation, dans lequel on voit les choses. Et là, essentiellement, c'est les caractérisations factuelles des entreprises, les caractérisations factuelles des communautés, la caractérisation également du milieu naturel et du projet. Et puis, il y a un deuxième espace qui est un espace de communication, de représentation. Il faut bien se rendre compte que dès qu'on touche à la chose sociale, il y a la réalité et il y a la réalité perçue. Ce n'est pas la même chose. Et dans l'espace de communication, ce qui nous était apparu comme important, c'est l'idée qu'il y avait une fluidité des communications, est-ce que les gens se parlent ou pas, une flexibilité des positions, est-ce qu'il y a moyen de modifier le projet ou l'attitude ou le regard qu'on peut avoir sur le projet. Et donc, l'écart entre les positions paraissait important. Et donc, c'est la définition de ces deux espaces-là qui permettait de définir un index. À partir de cet élément-là, on définit un certain nombre de variables qui constituent des pôles. Alors, de variables, il y en a quelques dizaines. Les pôles, il y en a une demi-douzaine. On retrouve tout ça dans les caractéristiques, je dirais, réelles, et une approche de communication, et tout ça permet de calculer un indice qui va être plutôt donné comme une note un petit peu à la bourse, c'est-à-dire qu'à la fois il y a des notes et il y a des évolutions. Donc, 3 éléments dans un indice, une cote qui va de A à D, qui caractérise le projet et son milieu naturel, de l'entreprise et de la communauté, une note de perspective par rapport au résultat de la communication, et là c'est une analyse essentiellement sous forme de questionnaire aux communautés, aux dirigeants, un pourcentage qui reflète la qualité de l'information fournie par le répondant pour le calcul de la cote. Chacune des variables et des questions n'a pas la même importance, et donc il y a tout un système de pondération entre les éléments. Alors ça permet ensuite de comparer le risque social par rapport à ce qu'on pourrait dire une espèce de note de réalité basée sur les médias.
on va regarder si effectivement l'indice du risque social qui a été calculé à partir de données factuelles et de représentation coïncide avec les éléments médiatiques. D'une manière générale, ça marche plutôt bien, comme vous le voyez sur ce diagramme-là, mais il y a un certain nombre de points qui sont hors de la courbe, et ces points-là qui sont dans le diagramme à droite, en bas à droite, reflètent en fait surtout des absences d'informations. C'est ça. Alors, il faut bien voir où se situe le projet qui a été financé par le FQRNT, et situé en fait dans un programme de recherche collectif. Je dirais, mon idée au démarrage, c'était de se dire on n'a pas au Québec d'équipe dans le domaine de la responsabilité sociale des entreprises. Il y a de bonnes entreprises qui font un bon travail d'accompagnement des entreprises, mais sur le plan fondamental, on manquait quand même beaucoup de données. Et ce projet-là a démarré en fait en 2013, donc il y a maintenant 10 ans, avec une subvention, deux subventions en fait de l'autorité des marchés financiers destinées aux investisseurs, parce qu'évidemment pour les investisseurs, le risque social, c'est un risque qui est aussi important que le risque technique. Donc de 2013 à 2016, on a essentiellement travaillé avec l'AMF pour mettre au point, à l'attention des investisseurs, des cotes sur les différents gisements, en travaillant exclusivement sur le Québec. Donc un milieu homogène, avec une réglementation homogène, une politique homogène. Et puis le projet du FQRNT était l'occasion d'élargir nos horizons, à la fois l'élargir en termes géographiques, regarder au-delà du Québec, regarder des projets au Canada, regarder des projets en Scandinavie. On est allé en Scandinavie parce qu'on voit bien que sur le plan des pratiques, sur le plan de la géologie, sur le plan des types d'exploration, on est très proche du Canada. Et on s'était rendu compte en 2015 qu'il nous manquait quelque chose d'essentiel, qui était un volet juridique. Et donc, c'est pour ça que le projet associe l'Université Laval, en particulier l'équipe de Christophe Krolik, la chaire Goldcorp, parce qu'il nous apportait ce pôle juridique qui était absent dans notre top level. Et puis, je dirais, depuis, il y a eu plusieurs projets qui ont été lancés, suite, en fait, je dirais, aux travaux du FQRNT, et notamment une subvention CRSH et une autre subvention FQRNT, avec des sujets plus spécialisés. Le premier porte sur essentiellement l'approche avec les communautés amérindiennes, et le second porte sur la problématique des métaux stratégiques, qui eux aussi ont un risque social, mais qui est effectivement un peu différent des autres, et qu'il faut travailler. Donc, les travaux antérieurs avaient des limites. Le premier, c'était une validation statistique. Avec 24 projets qui avaient été analysés en détail au Québec, vous voyez que 24, on n'est pas tout à fait dans le domaine de la statistique, hein, on est un petit peu en dessous. Et puis donc, l'exclusion des aspects juridiques était une problématique en soi, et le calcul de l'indice était un peu complexe, et surtout, n'était pas transparent. Donc, on se disait, il faut absolument améliorer ces éléments-là. Donc, les objectifs du projet FQRNT, c'était l'ajout des facteurs juridiques, le perfectionnement de l'indice existant, l'extension territoriale au Canada et à la Scandinavie, et à la création d'une plateforme Internet. Alors, quels sont les travaux réalisés? Eh bien, les travaux réalisés sont essentiellement une base de données beaucoup plus complète au Québec et en élargissant les projets considérés au reste du Canada et à la Scandinavie. On a analysé 102 projets supplémentaires. Il faut bien se rendre compte que analyser un projet, c'est un gros boulot parce qu'il faut effectivement considérer tous les aspects d'un projet, y compris ces aspects techniques, ces aspects sociaux, ces aspects de communication et ces aspects politiques. On a pris en compte les facteurs législatifs et politiques, et donc on a comparé 5 provinces. Et on a revu les seulement variables. Et enfin, on a développé une méthodologie de communication de l'index vis-à-vis de la population en créant une structure web qui permet le calcul de l'indice. Alors, je vais revenir un petit peu là-dessus maintenant. Base de données plus complète, 102 projets canadiens, 24 au Québec, autant en Ontario, à peu près autant en Saskatchewan, en Colombie-Britannique et 10 au Nunavut. On a trouvé à chaque fois des projets au stade de forage et on a réalisé une analyse de presse comprenant 1625 articles. Donc, on a regardé la presse canadienne en même temps pour voir quel était le regard du public ou des journalistes sur les différents projets. Ça a permis notamment de se rendre compte qu'il y avait des enjeux, pas toujours évidents. En particulier, on voit que selon les provinces, la toxicité n'est pas quelque chose qui est visible de la même manière. On a l'exemple très clair, le Québec ou le Saskatchewan n'ont pas la même réaction par rapport à l'uranium. Et puis, on manquait beaucoup d'articles sur les débuts de l'exploration. Très souvent, l'exploration se fait à bas bruit. Autrement dit, il n'y a pas de communication, surtout quand on est en milieu nordique, hein, très loin, où il y a peu de population. Et donc, on a du mal à valider
les résultats de l'indice par rapport à des données de communication dans la presse. Alors, on a regardé évidemment le web, toute cette communication non papier, mais de certaine manière, il y a quand même des relations entre la presse et ce qui s'écrit sur le web. Alors, juste pour donner des exemples, parce que je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les éléments, ça a fait l'objet de plusieurs publications, en anglais, en français, y compris vis-à-vis de l'industrie minière. Je vais vous donner un exemple, les éléments juridiques de l'index. Vous voyez que les éléments juridiques de l'index se divisent en 4 grands blocs: les études d'impact, la gouvernance, les aspects sociopolitiques et les projets de gestion. Puis pour donner un exemple, la gouvernance, eh bien, on va regarder s'il y a vraiment une participation des parties prenantes, est-ce qu'il y a vraiment des autorisations qui sont données, et est-ce que les droits des peuples premiers sont respectés. Et puis, chacun de ces éléments-là est basé en fait sur une mesure semi-quantitative, je dirais, dans laquelle on va avoir les modalités de participation, parce qu'on a beau annoncer des choses, s'il faut que ça marche pour de vrai, il faut voir comment on fonctionne, il faut voir si effectivement les instruments de qualification sont réalisés, et la manière dont on consulte les communautés amérindiennes. Donc vous voyez que à partir de ça, et donc il y a beaucoup de critères évidemment dans ce volet juridique, il y en a une douzaine, eh bien, on a une vraie valeur quantitative de ce qui se peut passer. Alors, ça permet, par exemple, de comparer les politiques gouvernementales. Si vous regardez, par exemple, 4 juridictions, on n'a pas pris de Nunavut là parce que je dirais qu'avec 10 projets, on n'était pas encore dans les données statistiques, mais vous voyez qu'on peut noter, en fait, le fonctionnement des gouvernements s'ils sont favorables à une participation des communautés. Et là, on peut dire que dans le cas-là, on peut un petit peu être fier du Québec parce que dans la plupart du temps, les modes de gestion du Québec sont plus avancés, tout simplement, que les autres avancées qu'on peut avoir au Saskatchewan ou en Ontario. Pas toujours. Pour donner un exemple positif et un exemple différent, eh bien, vous voyez que le pouvoir des municipalités d'influencer le déroulement des activités des mines, on peut pas dire que c'est très très fort au Québec, alors que si on regarde la transparence dans la gestion du territoire à des faits minières, le Québec est plutôt bon. Ça, c'est des guides qui devraient servir dans des politiques gouvernementales. La note globale par juridiction, si on prend l'ensemble, met le Québec en premier parmi les juridictions au Canada. L'Ontario bien plus bas, le Saskatchewan un petit peu mieux. Le Nunavut et la Colombie-Britannique sont bons, mais pas tout à fait au niveau du Québec. Ça, c'est relié directement au mécanisme de loi. On n'est pas dans la common law au Québec, on est dans des structures un petit peu différentes de code, et donc on a une approche différente. Il y a également l'aspect d'effectivité du droit. C'est pas tout d'avoir des droits et des lois, il faut que ça soit respecté. Et là, on rentre sur un sujet bien plus compliqué, parce qu'en fait, on n'a pas de mesure de l'effectivité du droit, et c'est toute une vraie problématique. En quoi les lois qu'on met en place sont vraiment respectées, sont vraiment surveillées, on peut se poser la question. On a comparé ça avec la Scandinavie, donc, et là, on est allé voir nos amis essentiellement finlandais et suédois pour voir comment pouvait se valider une approche par rapport au projet. Donc, on a eu 25 projets miniers qui ont été analysés, qui s'ajoutent. On n'a pas pu faire d'analyse de presse parce que malheureusement, notre niveau de finlandais est un peu faible, ce qui fait que ça, on n'a pas pu suivre. Mais ça a permis de valider que l'approche qu'on avait était assez globale, que les Scandinaves étaient intéressés, ça a développé des collaborations entre les chercheurs, et ça montrait bien qu'on pouvait adapter les mêmes méthodes, je dirais, en Scandinavie. Alors, je ne vais pas prendre trop de temps. Là, l'idée, c'est donc de voir quelques variables. On a revu l'ensemble des variables par des photoscopes, par des entrevues, avec tous les membres des communautés. Donc, ça veut dire les communautés autochtones, les ONG, les entreprises, l'AMQ qui nous a beaucoup aidé dans ce volet-là, les universitaires. Donc, ce qui permettait de regarder et en fait d'établir un consensus sur les sujets. À défaut d'avoir un consensus toujours sur les visions, on peut au moins s'entendre pour dire qu'est-ce qui est important. Pour donner un exemple, il nous avait semblé que l'expérience des dirigeants était un élément positif. Les gens qui ont déjà été confrontés à des conflits, mais a priori, on peut s'attendre à ce qu'ils soient un peu meilleurs.
Bon, un autre exemple très très simple à voir, l'infraction financière, ça se lit très facilement sur le web. Ça permet de savoir si effectivement on a affaire à des compagnies, souvent des compagnies juniors, qui sont dans le droit ou parfois en limite du droit. Euh, le caractère multidisciplinaire, par exemple, de l'entreprise est intéressant. Un conseil avec une grande variation des compétences, c'est plus intéressant qu'un conseil composé seulement de géologues ou de comptables. Ça, si on regarde maintenant le projet de milieu naturel, là aussi, il y a pas mal de projets de variables qui sont intéressantes, et l'une qui est vraiment intéressante, c'est la toxicité. La toxicité, c'est un sujet complexe, hein. En quoi un produit qu'on va miner est toxique ou est accompagné d'éléments toxiques? C'est très variable. Est-ce que le fer est un élément toxique? A priori, non. Mais c'est rouge, c'est visible, et ça peut être perçu comme toxique. Donc, autrement dit, il y a là des complexités qui sont analysées sur le plan anthropologique et qu'on doit prendre en compte. Enfin, les communautés, eh bien, on voit bien qu'il y a des communautés qui ont l'expérience d'autres projets à forte incidence sur le développement économique. On pense par exemple aux projets de foresterie ou d'énergie. Il y a des populations dans lesquelles il y a eu des événements marquants, des dégâts environnementaux, des heurts, et donc ça aussi, ça joue sur la perception des projets miniers. Et donc, vous voyez qu'il y a des éléments qui sont rarement considérés dans cette approche-là, mais que les communautés reconnaissent comme importants et qui sont, quand on fait le calcul de l'indice, qui sont avec un poids intéressant. Alors ensuite, pour finir, je dirais démocratiser ceci. Donc on a en fait passer l'ensemble de ces données-là sur un outil web. Là, vous avez une base de données qui a été construite, base de données qui est déjà alimentée par, en gros, les 150 projets qui ont été analysés dans ces données-là, une structure de base de données, des mécanismes de pondération. On a fait les premiers tests et je dirais que pour cette partie de la recherche, on n'est pas allé au fond. On n'est pas allé à fond parce qu'il aurait fallu pouvoir poser ce projet-là sur un site permanent au ministère, à la OMQ, dans l'université, et on n'a pas réglé le problème parce qu'il y a des problèmes de confidentialité. Évidemment, il y a des données sur des projets, il y a des jugements sur des projets qui peuvent avoir des incidences, par exemple, sur le prix de l'action. Donc là, je dirais que l'outil est prêt, mais il n'est pas hébergé. Donc, en bilan du projet, je dirais qu'on a eu des résultats théoriques sur les aspects législatifs et de communication très intéressants. Je dirais que c'était la première fois qu'on avait une collaboration avec des juristes de l'Université Laval et ça a été extrêmement fructueux. On a permis de réduire un peu le nombre de paramètres de l'activité sociale. On a eu une validation canadienne et internationale. On a une méthode d'évaluation des impacts et dans le fond, ça permet d'être réutilisé dans pas mal d'autres projets. Pour vous donner un exemple, l'indice du risque social, on a un projet actuellement CRSH avec les communautés amérindiennes du Québec. Ben, elles sont intéressées parce que ça donne un cadre pour voir où est-ce qu'il faut les regarder dans des différents projets miniers. Et puis enfin, on a un outil informatique qui est développé, mais je dirais tant qu'il n'est pas accessible, il n'est pas totalement finalisé. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis je remercie le FQNT de m'avoir donné cette occasion de vous parler. Merci beaucoup, M. Gébrac. J'invite les gens à poser des questions là, dans les questions et réponses par l'attention de M. Gébrac. Puis en attendant qu'il y ait des questions là, qui soient écrites, moi j'en ai une. L'outil web que vous avez préparé, bon, vous dites qu'il y a des problématiques au niveau là, de la confidentialité, tout ça. Est-ce que vous allez continuer les travaux pour arriver à mettre ça en place sur le web? C'est quoi les prochaines étapes là, pour cet outil-là, dans le fond? Ben, dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après ce projet-là, je suis parti à la retraite. Donc, comme vous l'avez remarqué, je suis professeur émérite, ce qui fait que j'ai donc confié à ma succession de bien vouloir s'en occuper. Mais si vous voulez, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a une équipe qui a été construite. Au fil du temps et grâce au FQNT, vous avez actuellement une équipe de recherche qui est dans plusieurs universités et dans plusieurs départements, dans chacune des universités, qui travaille sur le sujet. Autrement dit, ça fait une base de travail collective. Alors, après, la partie réalisation d'un outil web qui soit vraiment efficace, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que les gens qui travaillent dans le domaine vont aller voir les variables, vont s'y intéresser, vont les travailler, vont naturellement les modifier si nécessaire. Dans le fond, l'idée d'un grand public
là-dessus, c'est peut-être probablement une illusion, je dirais. Il y a que les gens qui sont intéressés, qui travaillent là-dessus. Comme je le disais tout à l'heure, ce travail-là sert de base de travail d'un projet CRSH actuellement, et sert également de base de travail d'un projet qui est piloté par Corinne Gendron, département de sociologie, à l'UQAM, sur les perceptions des nouvelles substances. Hein. Comment on réagit par rapport à une exploitation de lithium, de graphite ou de terres rares. Et c'est assez différent, parce que ce qu'on avait bien vu dans le projet, c'est que la distance de la population à l'objet est extrêmement importante. Du cuivre, on sait à peu près à quoi ça sert. Okay, et donc, on peut avoir confiance sur l'intérêt et même, on peut même être intéressé. Okay, parce on sait qu'on va avoir besoin de cuivre. Les terres rares, même si vous en avez un petit peu sur les oreilles actuellement, ben, c'est pas si sûr que ça. Comment les gens font le rapport entre ces minéraux-là et l'utilisation tous les jours, je dirais, de produits électroniques, beaucoup moins évident. Et donc, la confiance n'est pas là. Et on voit bien que ce volet communication, ce volet perception, dans le cadre du projet développement de projet minier, il va au-delà des faits. Euh, les faits ne suffisent pas. Ce qui entraîne, quoi? Ce qui entraîne la nécessité de politique de communication, beaucoup plus importante dans le cas des terres rares que dans le cas du cuivre, par exemple. Bon, ben, je vous remercie beaucoup. Votre présentation était vraiment très intéressante. Merci. Parfait. Donc, on va passer à la deuxième présentation qui sera faite par Madame Isabelle Demers, qui est professeure à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Et puis, elle est titulaire de la chaire de recherche du Canada sur l'intégration de l'environnement dans le cycle de vie d'une mine. Donc, la présentation de Madame Demers sera sur l'optimisation de la production de rejets désulfurés en vue de leur valorisation, excusez-moi, dans la restauration des sites miniers. Alors, à toi la parole, Madame Demers. Bon, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est arrivé. Oui, c'est bon, parce que quand on partage, on ne vous voit plus. Hein? Bon, c'est à vous. Donc, bonjour à tous. Ça me fait plaisir de vous présenter aujourd'hui brièvement les résultats du projet sur l'optimisation de la production de rejets désulfurés en vue de leur valorisation dans la restauration des sites miniers. C'est évidemment là, un projet qui a été réalisé en équipe, là, dont je suis la porte-parole aujourd'hui. Donc, vous voyez là, nommer ici les membres de mon équipe. Et je voulais spécifiquement mentionner là, notre collaborateur industriel dans le cadre de ce projet qui était IAMGOLD. À l'époque, c'était M. Sylvain Lortie qui était le responsable. Donc, brève mise en contexte, je pense que l'audience ici est probablement pas mal familière avec la problématique du drainage minier acide. Vous savez probablement tous que lorsqu'on a des rejets qui sont sulfureux, qui sont déposés dans des parcs à rejets, ben, c'est essentiel de procéder à la restauration là, des aires d'entreposage pour prévenir là, la génération du drainage minier acide. Cette restauration-là est faite souvent à l'aide de couvertures d'ingénierie qui sont construites sur les aires d'entreposage pour limiter la diffusion soit de l'oxygène ou l'écoulement de l'eau à travers là, la couverture pour se rendre jusqu'aux résidus sulfureux. Donc, un des principaux défis associés avec ces types de restauration, c'est qu'on a besoin de grandes quantités de matériaux naturels pour construire les couvertures. Donc, une option pour réduire ces besoins en matériaux naturels lorsqu'ils ne sont pas disponibles à proximité, ça serait de valoriser les rejets miniers comme matériaux de recouvrement. Donc, c'est une idée qui avait été proposée là, au début des années 90. Donc, il y a différents critères qui peuvent être utilisés pour sélectionner les matériaux qu'on peut valoriser, principalement les propriétés géochimiques et hydrogéologiques. Donc, en fait, on a besoin de matériaux qui sont non générateurs de drainage minier acide. Par contre, si on n'a pas de rejet non générateur disponible, on peut les produire par la désulfuration environnementale, qui est un procédé là, de traitement de minerais. Normalement, on utilise la flottation qui permet de retirer là, la majeure partie des minéraux sulfureux de nos rejets et de produire un rejet qui va être désulfuré, donc avec peu de sulfure et potentiellement non générateur d'acide.
Bon, différents travaux sur la désulfuration par flottation ont été réalisés là, au cours des dernières années, surtout sur des aspects physico-chimiques de la flottation. Mais bon, avant de démarrer le projet, il n'y avait aucune étude qu'on avait trouvée qui avait été faite sur les effets de la flotation sur les propriétés hydrogéologiques des rejets. De plus, la désulfuration d'anciens sites miniers a été peu étudiée et on voyait ça comme une source potentielle de production de matériaux de restauration pour des sites qui peuvent être loin là, de différentes installations. Donc, l'objectif du projet était de valoriser des rejets désulfurés comme matériaux de recouvrement et essentiellement pour les barrières à l'oxygène et de s'assurer de l'efficacité à long terme des recouvrements qui sont faits de rejets désulfurés. On a divisé cet objectif principal en 3 objectifs spécifiques qui correspondent aux 3 grands projets de recherche. Le premier, c'était d'étudier la relation entre les paramètres hydrodynamiques de la flottation et les propriétés hydrogéologiques des rejets désulfurés. Ensuite, le deuxième, c'était de prédire le comportement hydrogéochimique à long terme des rejets désulfurés lorsqu'ils sont valorisés comme recouvrement. Et notre troisième objectif était d'évaluer l'applicabilité de la désulfuration avec ou sans récupération de valeur économique dans la restauration d'anciens sites miniers. De façon générale, la méthodologie a suivi un peu cette séquence. On a d'abord fait la collecte des résidus miniers. Ensuite, on les a caractérisés en laboratoire. Et ensuite, selon les 3 objectifs spécifiques, on avait comme 3 cheminements. Pour le premier objectif, on a fait des essais de désulfuration en colonne de flottation et aussi en cellules Denver. Et par la suite, les produits ont été caractérisés de façon chimique, physique et hydrogéologique. Ensuite, pour le projet 2, on a fait de la désulfuration et des essais cinétiques en colonne instrumentée et par la suite, on a procédé à la modélisation numérique du comportement hydrogéochimique. Et finalement, pour le troisième projet, on a fait des pré-traitements sur nos matériaux oxydés, suivis de flotation en cellules Denver et ensuite, on a fait des essais cinétiques en mini-cellules d'altération. Donc, je vais vous présenter brièvement là, les principaux résultats qu'on a obtenus dans chacun de ces 3 projets. Donc, le premier objectif était sur les aspects hydrodynamiques de la flottation. Donc, ces travaux ont été réalisés dans une colonne de flotation de laboratoire qui a été installée là, spécifiquement dans le cadre de ce projet-là. Donc, on a, vous voyez ici là, le circuit là, en schéma et quelques photos là, qui représentent l'installation au laboratoire de l'UQAT. On a procédé en 2 étapes de désulfuration. Une première étape d'ébauchage, et puis on en a profité lors de cette étape pour faire un essai là, de l'influence du débit d'air sur les produits de la flottation. Ensuite, on a fait une étape d'épuisage et on en a profité pour tester le temps de résidence et la densité de pulpe là, comme facteur là, pouvant influencer les propriétés de nos rejets. L'avantage de travailler en colonne de flottation, c'est que ça nous permet de faire des essais semi-continus et on a pu échantillonner l'alimentation, les rejets, le concentrer aux 15 minutes et chacun de ces échantillons-là ont été analysés pour leur concentration en soufre et leur granulométrie. Donc, voici rapidement quelques résultats au niveau de l'ébauchage. Donc, on avait commencé avec une alimentation de rejets provenant de la mine Westwood qui contenait 5 soufre et on a varié le débit d'air de 2 à 5 litres par minute là, à l'intérieur de la colonne. Le graphique présente un sommaire des résultats. En jaune, on voit le pourcentage soufre dans notre alimentation. On voit que c'est quand même relativement pas mal stable, même durant toute la période de l'essai. Ce qui varie, en fait, c'est en rouge la récupération du soufre au concentré. Et en bas, ce qu'on voit en bleu, c'est le pourcentage soufre dans notre rejet d'ébauchage. Et ce qu'on a observé, c'est que le pourcentage soufre dans le rejet semble diminuer et la récupération semble augmenter lorsqu'on augmente le débit d'air. On a aussi observé que les rejets désulfurés sont plus fins que l'alimentation, quel que soit le débit d'air. Au niveau de l'épuisage, je vous présente ici les résultats sur l'essai où on a varié la densité de pulpe.
Donc, on voit sur le graphique la courbe granulométrique au milieu en bleu foncé de notre alimentation de l'épuisage. Et ce qu'on voit, c'est que lorsqu'on a opéré à 15 ou 20 solide, on a obtenu un rejet désulfuré qui était légèrement plus fin que notre alimentation, tandis qu'à 25 solide, bien, ce qu'on observe, c'est que la granulométrie est un peu plus grossière. On a ensuite mesuré ou obtenu la conductivité hydraulique saturée des rejets désulfurés dans la condition à 15 solide et à 25 solide. Et ce qu'on voit, c'est que la conductivité hydraulique saturée est sensiblement la même, là, donc même ordre de grandeur. On a une différence au niveau de la pression d'entrée d'air qui a été calculée de 1 mètre. Mais malgré ça, c'est quand même des propriétés hydrogéologiques qui sont compatibles avec l'utilisation de ces matériaux comme matériaux de restauration. Pour l'objectif 2, qui était sur l'évaluation du comportement hydrogéochimique, on a voulu travailler sur différents matériaux désulfurés. Donc, on a travaillé avec du LaRonde, Westwood, Goldex et du Canadian Malartic qui ont été désulfurés pour atteindre des pourcentages soufre là, qui sont quand même assez faibles, là, inférieurs à 0,3 ce qu'on voit par contre, le fait d'avoir différents matériaux, c'est que leur potentiel net de neutralisation est quand même pas mal différent d'un matériau à l'autre, de même que leur concentration en calcite. Donc, les matériaux ont été testés dans des colonnes instrumentées. D'abord, ils ont été testés individuellement, comme on voit dans les schémas du haut, pour voir leur comportement là, géochimique. Et ils ont été aussi comparés à un matériau connu comme étant réactif, le résidu LaRonde. Ensuite, on a, sur l'image du bas, on voit qu'on a aussi testé ces matériaux désulfurés lorsqu'ils sont utilisés comme couverture par-dessus nos matériaux sulfureux de LaRonde. Au niveau des résultats, ce qu'on observe, c'est que bon, les rejets désulfurés, lorsqu'ils sont testés seuls, ils ont des bonnes propriétés géochimiques. On voit dans le graphique là, du pH, l'évolution du pH avec le temps, que sur une période d'environ 1 an, nos matériaux en colonne seule, représentés par les courbes pleines, maintiennent un pH assez stable et neutre. Par contre, lorsqu'on a placé nos matériaux sur les rejets réactifs, là, ils n'ont pas tous le même comportement. C'est représenté par les courbes en pointillés. On voit qu'il y a certains qui ont un délai avant génération de drainage mini-acide et on a associé potentiellement ce délai-là avec le type de matériaux neutralisants contenus dans les rejets désulfurés. Donc, c'est quelque chose qu'on a voulu tester là, au niveau de la modélisation numérique. Par contre, ça s'est avéré un petit peu plus complexe que prévu et on n'a pas réussi à atteindre là, un modèle complet là, dans le cadre de ce projet. Par contre, on travaille encore sur le sujet là, dans le cadre d'une suite à ce projet. Finalement, le troisième objectif, qui était la désulfuration des résidus oxydés ou âgés, ça a été réalisé d'abord par une collecte d'échantillons sur un ancien parc à résidus. Ensuite, on a fait des pré-traitements mécaniques dans le but de nettoyer les surfaces là, des particules qui sont altérées avec le temps pour les rendre plus réactifs là, ou plus réceptifs à la flottation. Ensuite, il y a eu des étapes de flottation. La désulfuration s'est faite en 3 étapes de flottation, donc ébauchage et 2 épuisages. Quelques résultats. Je vous présente dans le graphique la récupération de soufre au concentré et la distribution de masse après l'étape d'ébauchage. Ce qu'on a vu, c'est que lorsqu'on n'a fait aucun pré-traitement, aucun conditionnement, on avait des concentrations, une récupération de soufre qui était d'environ 23 %, donc très faible. Et ce qu'on a observé aussi visuellement là, sur les images dans le haut, c'est qu'on avait de la misère là, à créer une mousse, là, donc très peu la flottation se faisait très difficilement.
On a ensuite testé 3 types de pré-traitement mécanique, l'agitation, l'attrition et le rebroyage. Ce qu'on a vu, c'est qu'avec l'attrition, on a augmenté quand même significativement là, la récupération de soufre. Par contre, on a dilué beaucoup notre concentré. Et le rebroyage a permis quand même aussi d'améliorer quand même très bien là, la récupération de soufre sans nuire là, sans trop d'entraînement. On voit sur l'image, les images du bas, là, que la mousse est beaucoup plus consistante et chargée là, suite au traitement de rebroyage. Ensuite, on a voulu voir là, est-ce que les résidus désulfurés au niveau géochimique, comment ils se comportent. Ces matériaux, même le matériel initial, n'était pas générateur de drainage mini-acide. Par contre, il y avait une problématique de lixiviation d'arsenic. On voit dans le graphique en bleu, c'est l'évolution des concentrations d'arsenic en mini-cellules d'altération pour notre matériel initial tel que récolté sur le terrain. Ce qu'on a observé, c'est que notre résidu désulfuré, suite à un traitement par agitation en orange, a permis de maintenir là, des concentrations d'arsenic beaucoup plus faibles dans le lixivia des mini-cellules. Par contre, lorsqu'on a testé notre résidu désulfuré suite au traitement de rebroyage, bien là, en gris, on voit que les concentrations d'arsenic sont quand même encore plus élevées. Donc, le fait de rebroyer, oui, ça l'a aidé au niveau de la désulfuration, mais ça l'a probablement libéré beaucoup plus d'arsenopyrite et entraîné une problématique de lixiviation d'arsenic. Et rapidement, on a aussi fait un bilan là, de l'or dans nos différents produits là, de désulfuration, juste pour avoir un petit aperçu de est-ce qu'il y aurait un potentiel ici. Puis on a vu qu'on obtient quand même, surtout là, avec le rebroyage, là, dans le concentré d'ébauchage, des teneurs et des récupérations qui peuvent commencer à être intéressantes là, au niveau de l'or. Donc, les principales conclusions et retombées du projet. D'abord, on a observé que le choix des paramètres hydrodynamiques du procédé de désulfuration, ce n'est pas un obstacle à la production de rejets désulfurés lorsqu'on souhaite utiliser les rejets désulfurés comme matériaux de recouvrement. On a vu aussi que la performance géochimique des rejets désulfurés, elle ne dépend pas seulement des critères ABA, donc il faut considérer aussi la composition chimique et minéralogique globale et aussi considérer le potentiel de drainage neutre contaminé. On a vu qu'il était possible d'optimiser les conditions de flottation de rejets oxydés âgés pour permettre une récupération des sulfures, puis aussi une réduction du potentiel de contamination. Et au niveau de la récupération de métaux précieux comme l'or, on a vu qu'il y avait peut-être un potentiel d'optimiser ça pour valoriser de façon additionnelle les rejets entreposés dans les parcs inactifs. Au niveau des contributions, ce projet a permis de former 7 étudiants. On a différentes publications aussi qui ont été réalisées. Et aussi, ça a permis d'initier d'autres projets, dont certains projets sont inclus dans le renouvellement de ma chaire de recherche du Canada. On a aussi réalisé un projet RDC du CRSNG là, qui incluait beaucoup de désulfuration et aussi la valorisation là, de l'or. Et finalement, on a un projet FAIR-QNT développement durable là, qui vient de démarrer sur l'évolution biogéochimique des rejets désulfurés qui vise à mieux comprendre là, le comportement hydrogéochimique et aussi continuer de travailler sur la modélisation numérique. Donc, en terminant, je voudrais remercier là, tous les partenaires de l'IRM et aussi plus spécifiquement là, FAIR-QNT et IAMGOLD pour avoir permis là, de réaliser ce projet. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Demers. Présentation très intéressante. Alors, j'invite les gens à poser leurs questions là, dans la section, dans l'outil questions et réponses en haut dans la barre d'outils. Puis, en attendant d'avoir une question écrite, je vais vous en poser une. Je me demandais la désulfurisation, excusez, long mot, des résidus. Pourquoi l'industrie, dans le fond, ne l'intègre pas encore? Parce que ça fait quand même plusieurs années là, que c'est à l'étude. Est-ce que vous avez une idée
pourquoi l'industrie, dans le fond, n'a pas encore mis ça en place là, dans ses procédés? Ben, c'est une bonne question. C'est sûr que c'est quelque chose sur lequel là, je m'intéresse aussi. Je pense qu'il y a plusieurs aspects. Il y a ben, les aspects techniques sont quand même bien compris. C'est la validation économique est pas nécessairement évidente quand on regarde le court terme. Par contre, il y a un potentiel vraiment intéressant lorsqu'on intègre ça là, dans la planification de la restauration et tout ça. Donc, c'est peut-être pas quelque chose que les entreprises qui sont déjà établies, qui ont des mines déjà en opération, vont comme rétrofiter là, dans leur opération. Désolée pour le mot, là, euh, Même, même il y au a quand niveau des, même. même au niveau des projets miniers qui s'en viennent, tu sais, il me semble, j'ai pas vu ça dans leur plan là, d'aller vers cette option-là. Il y en a certains qui vont le faire, qui le font, puis il y en a que ça va être pour des raisons plus opérationnelles aussi, que ça va être plus facile. Mais avec nos partenaires, disons, les partenaires de l'IRM sont encore très intéressés par la technologie, puis il y a un intérêt quand même là, à poursuivre les travaux là-dedans pour justement avoir le plus de réponses possible pour faciliter l'implantation. Ben, c'est intéressant, ça. Je te remercie beaucoup. Fait que merci beaucoup pour ta présentation. On va passer à la troisième, la dernière avant la pause. Alors, oui, bonjour, Monsieur Bussière. Il y avait Donc, 2 questions dans les pourquoi je ne les vois QR pas? pour Madame Demers. Mais, hein, pour vrai? Ah, là, je suis vraiment désolée. J'ai les Ils ont pas. Là, ils viennent d'apparaître parce que j'ai recliqué dessus. OK, je viens d'apprendre quelque chose. Excusez-moi, c'est la première fois. Est-ce que tu veux que je prenne le temps de poser les questions? Puis, M. Bussière, on vous retarde un petit 5 minutes? Aucun Est-ce que problème, ça Je pense vous que va? oui. Oui, pas de OK. problème. Bon, je suis vraiment désolée. Il faut que je reclique sur QR pour qu'il apparaisse. Donc, première question. Merci pour la présentation. Le résidu MCM a un relativement faible pourcentage en soufre et eau. PN, je ne sais pas ce que ça veut dire, comparativement aux autres. Comment se fait-il que le pH, affiché plus, de se concentrer diminue relativement rapidement? Page 10. Oui. En fait, ça revient un petit peu à la conclusion qu'on avait évoquée, que le PN n'est peut-être pas nécessairement très disponible rapidement. Donc, il y a des minéraux neutralisants, mais possiblement qui ont un taux de réaction assez lent et qui ne permettent pas là, de contrer là, la baisse du pH rapidement. Donc, c'est le genre de choses qu'on voulait justement tester là, au niveau avec la modélisation numérique pour comprendre un petit peu mieux là, les cinétiques de réaction. Et c'est là-dessus qu'on va continuer à travailler. Mais c'est potentiellement là, un aspect minéralogique. C'est bon. Puis la deuxième question, est-ce que la production de rejets désulfurés en vue de leur valorisation dans la restauration de sites miniers est utilisée actuellement au Québec ou ailleurs dans le monde? Oui, ça a été utilisé, disons, au Canada. J'ai quand même quelques exemples en tête. Par contre, ça n'a pas été utilisé de façon optimale encore. On a des exemples, mais qu'après un certain temps, il y a eu des problématiques là, au niveau de l'exhibition là, de métaux et tout ça. Donc, c'est la raison pour laquelle on continue de travailler là-dessus. OK. Donc, c'est essayé, mais c'est pas encore un succès complet pour Non, c'est l'implantation. ça. OK. Exactement. Bon. Ben, merci. Fait que c'est tout pour les questions. Fait que je vais fermer ça. Donc, M. Bussière, désolée. Non, mais pour compléter la réponse d'Isabelle, on peut considérer que le site Manitou avec les résidus Goldex, c'est quand même une utilisation de résidus désulfurés à l'usine de Goldex dans la restauration de Manitou. Fait que je dirais qu'il y en a au moins un au Québec. Oui, puis qui est quand même un succès, là, du moins, à court terme. Bon.
Excellent, merci beaucoup. Donc, M. Bussière est professeur et chercheur à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Il est directeur scientifique de l'Institut de recherche en mines et en environnement de l'UQAT Polytechnique et professeur titulaire de la chaire industrielle CRSNG UQAT sur la restauration des sites miniers. Donc, je vous invite à présenter le projet de recherche sur le développement d'une approche méthodologique visant à intégrer les changements climatiques à la conception des ouvrages de rétention des résidus miniers et de restauration. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Catherine. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez mon écran actuellement? Je confirme que je vois votre écran, mais je vois aussi la partie là. Je vois aussi la partie commentaire. Ah, OK, je vais aller ici. Ouais, je vais. Comme ça devrait faire le travail. C'est excellent, cela. Merci, on s'en vient bon avec ça. Merci beaucoup et merci de me permettre de présenter certains résultats parce que, tout comme Isabelle le mentionnait, c'est pas simple de résumer 4 mémoires de maîtrise, un stage postdoctoral en 20 minutes. Je vais faire de mon mieux. Donc, moi aussi, j'aimerais remercier les co-chercheurs qui ont participé à ce projet. Thomas Pabst, Michel Bertin, Lily de l'École Polytechnique Montréal, Isabelle qui a participé au projet, aussi notre collaborateur chez Ouranos, Philippe Roy. Au niveau du contexte du projet, le secteur minier n'est pas différent des autres secteurs industriels du Québec. Là. Il va être affecté par les changements climatiques. Puis, au milieu des années 2010, on nous avait demandé de faire une étude de vulnérabilité et une étude de risque sur l'influence que pourraient avoir les changements climatiques sur les opérations minières, identifier les risques et vulnérabilités. Puis, une des conclusions de cette étude-là a été que les phases d'exploitation et de post-fermeture étaient les plus susceptibles d'être affectées par les changements climatiques. Et ce projet-là découle un peu de cette conclusion-là, c'est-à-dire qu'on a décidé d'entreprendre un projet qui visait à mieux comprendre l'influence des changements climatiques sur les ouvrages de rétention des résidus miniers et sur les ouvrages de restauration des sites et essayer de développer tranquillement une approche méthodologique pour mieux intégrer les changements climatiques dans notre façon de faire. Donc, la présentation aujourd'hui, je vais focaliser sur des objectifs spécifiques, particulièrement sur les 3 qui sont encadrés. Donc, on va regarder l'objectif spécifique qui visait à évaluer l'évolution de la performance des ouvrages de restauration face au changement climatique. On va également regarder l'objectif spécifique qui visait à évaluer l'influence des changements climatiques sur la gestion des ouvrages de restauration des résidus miniers et sur la gestion des eaux de surface de ces ouvrages-là. Et dans les 2 cas, on va regarder en même temps quelle approche on a prise pour intégrer l'influence des changements climatiques. Évidemment, le premier objectif spécifique est plus météorologique. Je n'aurai pas le temps d'en discuter, d'en parler en détail, mais vous allez voir dans les 3 autres objectifs que c'est quelque chose qui était intégré. Donc, allons-y avec la première partie. Au niveau des hypothèses de recherche, évidemment, notre hypothèse était qu'il y aurait une diminution de la performance des méthodes de restauration avec les changements climatiques de type NPS et CEBC. NPS pour nappe phréatique surélevée et CEBC pour couverture avec effet de barrière capillaire. Donc, on prévoit que ces 2 types de recouvrement-là pourraient être affectés. Et pour valider ça, on a utilisé une approche qui, d'abord, était basée sur des données réelles obtenues sur le terrain, sur des sites. Ensuite, on a utilisé ces données réelles-là pour valider des modèles numériques. Une fois que nos modèles sont validés, calibrés, on fait des prédictions du comportement futur à partir de scénarios climatiques. Donc, c'est l'approche qu'on a utilisée. On a utilisé 2 sites. On a étudié le site Lorraine, qui est un site qui a été restauré avec une CEBC, près de la Tulipe au Témiscamingue, et un autre site qui est le site Westwood, près de Cadillac, en Abitibi, pour la nappe phréatique surélevée. Aujourd'hui, pour des raisons de contraintes de temps, je vais focaliser sur le site Lorraine. Puis ces travaux-là ont été réalisés par 2 étudiantes à la maîtrise, Gwendoline Otton et Élodie Libert, et ils ont été supportés par une chercheure postdoctorante qui est Émilie Bresson.
Voici le site Lorraine. Donc, le site Lorraine est situé près de La Tulipe, un petit village du Témiscamingue. Vous avez une image ici du site avant restauration, donc couleur typique d'un site qui est générateur de drainage mini-acide. Voici de quoi avait l'air le site après la restauration. Donc, c'est un sable et gravier qu'on voit en surface, donc la couche supérieure. Et vous voyez de quoi a l'air le site en 2017. Donc, disons que l'esthétique du site est nettement mieux qu'il était en 1997. Si on fait une coupe dans cette fameuse couverture ici, ben, ça nous donne à peu près ce schéma-là. Donc, on a une couche de sable et gravier. En dessous, on a du silt qui est placé sur un sable et on a nos résidus. Ici, vous voyez, c'est donc un matériau plus fin qui est pris en sandwich entre deux matériaux grossiers. C'est le concept de la CEBC. Grâce aux propriétés, au contraste granulométrique, au contraste hydrogéologique, ben on crée une zone ici où il y a plus d'eau, près de la saturation, donc presque tous les vides sont remplis d'eau. Puis à ce moment-là, l'oxygène, qui est essentiel pour générer du drainage mini-acide, ben, l'oxygène a de la difficulté à pénétrer et on contrôle la génération d'acide grâce à cette structure-là. Donc le silt, notre objectif, c'est qu'il soit maintenu à un haut degré de saturation. Pour valider ça, ben, on place des instruments sur le site, on place des instruments pour mesurer des propriétés hydrogéologiques. On a également des piézomètres qui ont été installés sur le site. Donc, toute cette information-là, ces mesures-là qu'on a pendant plusieurs années, nous permettent de développer un modèle numérique qui va éventuellement être utilisé pour faire des projections dans le futur. Vous voyez le modèle ici, c'est les différents types de matériaux. Chaque matériau, on a déterminé ses propriétés. C'est une coupe ici là, qui a été faite nord-sud de la digue ici jusqu'à ce bout ici, là, au nord. Les matériaux ont été mis en place avec des propriétés similaires à ce qui était mesuré sur le terrain. Évidemment, dans un modèle numérique, ça nous prend en plus des propriétés des matériaux, la géométrie, les conditions frontières. On a donc placé des conditions frontières de drain, des conditions imperméables et des conditions qui est une relation avec l'atmosphère. Donc, c'est ça qui va changer avec les changements climatiques. Donc, on a simulé le comportement du matériau avant, à la période où on avait des mesures, et on a regardé avec les conditions climatiques de l'époque, et on a regardé comment le modèle était capable de prédire le comportement. Fait que vous voyez que le modèle est quand même assez précis pour prédire le comportement. Donc, on a considéré que notre modèle était validé et calibré. Et suite à ça, ben là, on a appliqué des conditions frontières qui représentent des changements climatiques. Donc ici, ce sont des projections climatiques qui viennent d'un modèle climatique, d'un modèle global et qu'on a utilisé. Là, les gens d'Uranos ont fait ces projections. Vous voyez, en jaune, c'est les conditions 99-2001 et en orange, c'est 2098-2100. On voit qu'on prévoit un climat qui va être plus chaud. Donc, ces projections prévoient ça. Et en bas, c'est les précipitations. Et ce qu'on remarque dans les précipitations, c'est qu'il y a plus de précipitations avec les changements climatiques. Par contre, on a des périodes l'été où on a moins de précipitations, donc plus de sécheresse. Donc, les précipitations concentrées surtout au printemps et à l'automne. Et quand on applique ces conditions-là au modèle qu'on a vu tantôt, bien, on peut mesurer ou évaluer la teneur en eau dans notre couche de silt, qu'on souhaite la plus élevée possible, et regarder la différence entre les deux comportements. Dans ce cas-ci, à l'endroit où on présente les mesures, il n'y a pas d'impact significatif. Évidemment, ce n'est pas le même comportement, mais les teneurs en eau demeurent à des niveaux qui sont considérés acceptables, particulièrement au bas. Donc, ça nous laisse voir que le climat, dans ce cas-ci, le changement climatique ne changerait pas significativement la performance du système. Donc, on a fait ça pour des conditions typiques. Donc, c'est des conditions des projections climatiques, des conditions typiques actuelles, donc les conditions météorologiques qu'on a mesurées, et les conditions typiques futures. Donc, on a pris les projections climatiques. Et après, on a également testé le modèle pour des conditions extrêmes. Parce qu'évidemment, quand on design pas uniquement avec les conditions normales, on design aussi avec les conditions extrêmes, puis on espère que notre système va être capable de résister à ces conditions-là. Il y a les conditions extrêmes actuelles et il faut tenter de déterminer les conditions extrêmes futures. Dans le cas des recouvrements de type à l'oxygène, les conditions extrêmes, ce sont des sécheresses extrêmes. Donc, pas beaucoup d'eau qui alimente le système. C'est une condition qui est négative. Donc, on a testé ces scénarios-là et on a pu voir la réponse du système par rapport à ça.
Donc, vous avez ici l'approche qu'on propose et on a poursuivi les travaux là, qui nous ont mené à écrire un guide de bonne pratique qui est sur le site web du ministère de l'Environnement. Vous avez ici là, la première page. Donc, ceux qui sont intéressés, là, le rapport est facilement téléchargeable là, sur le site du ministère et ça va vous permettre de encore mieux comprendre l'approche qui est proposée, donc l'approche qui est proposée pour intégrer les changements climatiques à la conception des ouvrages de restauration. Maintenant, on va passer à l'influence des changements climatiques sur la conception des ouvrages de rétention des résidus miniers et sur la gestion des eaux de surface de ces ouvrages-là. L'hypothèse de recherche, ou les hypothèses de recherche dans ce cas-là, c'était qu'il y aurait l'influence des changements climatiques sur A, la capacité des ouvrages d'évacuation des eaux à gérer les nouveaux événements extrêmes de précipitation, et B, une influence sur la stabilité des ouvrages de rétention. Donc, pour valider nos hypothèses, l'approche qu'on a utilisée, encore une fois, c'est on a utilisé des données réelles obtenues sur le terrain. On a validé des modèles numériques à partir de ces données-là. On a prédit le comportement futur à partir de scénarios climatiques et on a proposé finalement, ou encore on suggère une approche pour mieux intégrer les changements climatiques à ces approches, à ces calculs de stabilité-là ou ces calculs de débit maximal. Bon, le cas d'étude, c'est inspiré du cas de la mine malartique. On dit bien inspiré parce qu'on n'a pas simulé l'ensemble du site, on a pris des portions, on a simplifié les modèles, mais on voulait utiliser une base réelle, là, quelque chose de réaliste pour tester nos modèles. Donc, avoir quelques mesures puis pour pouvoir tester nos modèles et calibrer nos modèles. Mais encore une fois, ce n'est pas le cas exact de la mine canadienne malartique. Les travaux ont été réalisés par 2 étudiants à la maîtrise, M. Labonté-Raymond et Gardonou, et ils ont été supportés par une chercheure postdoctorante qui est Émilie Bresson. Ici, vous avez au niveau de la gestion des eaux, là, des eaux de surface lors des événements extrêmes, pour tenter de calibrer notre modèle, on a été sur le site, on a installé 2 stations de mesure ici. On en a 3 au total, mais j'en présente 2 ici. C'est des stations où on a installé des équipements qui nous permettent de mesurer la vitesse de l'écoulement. En connaissant la forme du canal, là, ici, ben, on est capable de calculer les débits. Et à partir de ces débits-là, ben, on va pouvoir calibrer notre modèle. Évidemment, on avait également d'autres informations, les niveaux piézométriques. On avait une station météo sur le site qui nous permet d'avoir de la pluviométrie sur une base horaire. Donc ça, ce sont si vous voulez, les méthodes qui ont été utilisées pour cette partie du travail. Vous avez ici des exemples de mesurés dans une des stations. Vous avez les valeurs mesurées en grise ici. Vous avez les précipitations sous forme d'histogramme. Et vous avez les réponses du modèle qui a été fait avec Mike Shee, là, donc un modèle qui permet de simuler les eaux de surface. Vous avez la réponse du modèle. Là. Comme on peut voir, le modèle répond assez bien. Puis ce qui est intéressant, où on a été chanceux, entre guillemets, c'est qu'on a eu des événements importants de précipitation, donc même un événement près d'un dans 100 ans, là, durant la période de mesure, ce qui nous a permis de voir que notre modèle était capable d'assez bien représenter le comportement du système testé, là, autant en conditions, disons, normales de précipitation plutôt faibles qu'en conditions de précipitation importantes. Et une fois qu'on a notre modèle qui est calibré, bien là, on a pu tester des précipitations moyennes et extrêmes du futur, donc à partir des modèles climatiques produits par les réponses qui ont été produites, des outputs qui ont été produits par nos amis d'Ouranos. Vous avez ici des exemples de qu'est-ce qui se passe, par exemple, pour une PMP estimée en 2071-2100 par des méthodes météorologiques et non pas des méthodes statistiques. On a la différence entre la crue du printemps et la crue d'automne et vous voyez ce qui est prédit comme écoulement ou le niveau d'eau dans le canal selon les précipitations qui sont appliquées. Donc, ces détails-là sont dans un article qui a été présenté par Labonté-Raymond en 2020. Donc, les conclusions de cette partie-là de l'étude, c'est que les simulations numériques de la réponse aux événements extrêmes ont permis d'évaluer l'impact des périodes de référence et des scénarios climatiques sur le débit de pointe attendu. Donc, on peut voir comment pourraient évoluer les débits de pointe si le climat changeait.
On a testé des augmentations de la PMP de l'ordre de 15 à 30 selon les calculs météorologiques. Il y aurait une augmentation des PMP de 15 à 30 prévue à l'horizon 2070-2100. Évidemment, ça aurait une influence sur les débits qu'on mesurait dans nos canaux. Pour les cas étudiés, lorsqu'on applique les PMP du futur, ben, ça augmente les débits de pointe entre 17 et 49 et ça va être dépendant du scénario climatique utilisé. Là, on a utilisé des scénarios climatiques 4.5, 8.5. Donc, tout ça a une influence sur les débits, mais en utilisant des données, en ayant un modèle calibré, ben, on est capable d'estimer quelle serait cette augmentation de débit-là pour le cas particulier étudié. Donc, dans le fond, l'approche qui a été utilisée ici, ben, pourrait être utilisée par d'autres pour évaluer éventuellement l'influence des conditions climatiques futures sur les débits projetés là, au niveau des eaux de surface. La deuxième partie pour la stabilité des ouvrages de rétention, ben, c'était l'influence des changements climatiques sur la stabilité des ouvrages. La question de recherche, c'est est-ce que les changements climatiques vont influencer les facteurs de sécurité d'une digue typique? Évidemment, pour faire notre travail, on a voulu s'inspirer d'un cas réel pour pouvoir calibrer notre modèle. Donc, pas avoir un modèle purement théorique. Donc, on a utilisé une coupe qui s'apparente à une portion du parc à résidus de Canadien-Malartic où on avait des données de piézomètre. Évidemment, encore une fois, c'est une simplification. C'est un modèle qui est simplifié. On a utilisé les données disponibles de la mine. On a validé notre logiciel. On a comparé les valeurs mesurées avec les valeurs prédites par le logiciel. Une fois satisfait, bien là, on a appliqué des données climatiques projetées, donc RCP 4.5, RCP 8.5. On a regardé l'influence des données climatiques sur l'écoulement de l'eau, donc comment le niveau phréatique est influencé. Vous savez que le niveau phréatique, plus il est élevé, plus ça va nuire à la stabilité physique à raison de l'augmentation des pressions interstitielles. Donc, après ça, on regarde l'influence de ces pressions interstitielles-là sur la stabilité de l'ouvrage. Et là, on utilise un autre code, qui est un code pour évaluer la stabilité physique, là, la stabilité de pente, qui est slope W. Et en combinant l'écoulement de l'eau et la stabilité de pente, ben, on est capable de déterminer s'il y a évolution des facteurs de sécurité dans le temps. Ici, vous avez les précipitations là, qui ont été utilisées pour 3 périodes, donc les périodes actuelles, 2013-2017, 2066-2070 et 2096-2100. Fait qu'on voit là, on voit à l'œil qu'il y a une augmentation des précipitations dans le temps, c'est ce que les projections climatiques nous disent. Et cette influence des précipitations-là ben, a une influence sur les pressions d'eau mesurées. Le BC ici, c'est pour le base case, donc le cas de base. Et vous voyez que le cas de base, normalement, les pressions sont inférieures et normalement, ben, on va avoir une augmentation des pressions lorsque l'on applique les changements climatiques. Mais quelle est l'influence de ces augmentations-là sur le facteur de sécurité? Ben, vous voyez que le facteur de sécurité du cas de base est en bleu ici. Et normalement, ben, on voit que dans certaines conditions climatiques, ben, on a une baisse selon les scénarios climatiques, une baisse là, des facteurs de sécurité. Mais cette baisse-là, dans le contexte où on étudiait, avait un impact marginal sur la stabilité globale du système. On parle de facteurs de sécurité qui sont même très élevés ici, là, plus de 4,5. Mais c'est juste pour montrer que ça a une influence, donc ça pourrait influencer le facteur de sécurité. Pour un cas où la stabilité physique est plus marginale, ben, ça peut nous faire basculer. Donc, c'est important que l'on évalue l'effet des changements climatiques sur le facteur de sécurité en prenant une approche un peu comme celle qui a été développée ici, parce que ce qui a été développé là est transférable là, à n'importe quel autre cas. Donc, conclusion, ben, les principales retombées du projet, premièrement, on a une amélioration des connaissances actuelles sur la performance à long terme des ouvrages de restauration et de rétention. On a travaillé, ça c'était plus dans l'objectif 1, le développement de nouveaux critères de conception face à l'augmentation de l'intensité et de la fréquence des événements extrêmes. Donc, ça, on sait qu'il va y avoir plus de précipitations extrêmes ou les précipitations vont être plus extrêmes dans le futur. On sait que les sécheresses vont être plus longues dans le futur. Donc, on a tenté de trouver des nouveaux événements extrêmes pour tester nos modèles. Des propositions pratiques et une approche méthodologique pour l'intégration des changements climatiques dans la conception des parcs à résidus miniers et des méthodes de restauration des sites miniers. C'est également une retombée du projet.
Bon, bien que ce projet-là est porté sur des cas réels, les approches développées sont transférables là, à d'autres sites au Québec et l'intégration des changements climatiques dans la conception des ouvrages de restauration et de rétention, maintenant, là, on doit voir ça comme étant un incontournable parce qu'on voit que ça peut avoir un impact, il faut donc intégrer. Évidemment, le niveau de détail avec lequel on doit intégrer les changements climatiques peut aussi être fonction du risque de l'infrastructure. Si cette infrastructure est vraiment peu à risque, il n'est peut-être pas nécessaire d'aller très loin dans la façon de l'intégrer, les changements climatiques, mais dans les cas où on est plus au niveau sécurité, autant en drainage lignocide qu'en stabilité physique, si on est plus marginal, à ce moment-là, il faut aller plus en détail. Voilà, j'aimerais en terminer à remercier les partenaires de l'IRM qui ont participé à ce projet, aussi la FRQNT qui a financé en majeure partie la recherche. Et cette recherche-là nous a amené vers d'autres projets et ça continue d'être un sujet important pour nous là, au niveau des travaux de l'IRM. Merci beaucoup et s'il y a des questions, il me fera plaisir d'y répondre. Oui, il y a des questions. Merci beaucoup pour la présentation. Première question, avez-vous constaté les effets des changements climatiques sur les sites déjà restaurés? Le site Lorraine, c'est un site déjà restauré. Donc, on a vraiment travaillé sur un cas réel ou un site restauré. Bon, là, pour le moment, ce site-là est robuste là, par rapport au changement climatique. C'est ce qu'on a démontré avec l'étude. Mais je pense que chaque site restauré, si l'analyse n'a pas été faite au préalable, parce qu'il y a quelques années, c'était peut-être pas une préoccupation aussi importante qu'aujourd'hui, je pense qu'elle devrait être réanalysée en fonction des changements climatiques, s'assurer qu'on ne prévoit pas une perte de performance à long terme. Donc, ça a été fait sur des sites actuellement restaurés, mais c'est quelque chose que pour un site restauré, si ça n'a pas été... On l'a fait pour un cas, mais ça devrait être revu pour être certain qu'on ne s'aligne pas vers une perte de performance à long terme. C'est ça, les anciens sites restaurés pourraient, dans le fond, il va falloir tout évaluer les anciens sites qui ont été restaurés. Là. Ouais. OK. Puis actuellement, est-ce qu'il y a eu des débris de digues ou autres inconvénients majeurs par rapport aux événements des changements climatiques dans les dernières années? Parce qu'il y a des sites qui ça fait longtemps qui sont restaurés. Là, est-ce qu'il y a quelque chose de connu à ce niveau-là? Le seul site là, que j'ai souvenir là, qui a eu une rupture de digue, je pense que c'est plus les castors que les changements climatiques. Donc, c'est le site à Pémisca à Chapin. Je ne dirais pas que c'est des changements climatiques, mais à ma connaissance, il n'y a pas eu d'autres cas majeurs. Là, mais c'est sûr que s'il y a augmentation des précipitations extrêmes ou qu'on a de plus en plus de précipitations importantes, puis que nos ouvrages n'ont pas été conçus pour supporter des événements comme ceux-là, c'est sûr que ça va se produire. Ce n'est pas nécessairement des événements toujours majeurs, mais des événements mineurs qui brisent les infrastructures où on doit revenir, réparer. Ça va se produire de plus en plus si ils n'ont pas été conçus en fonction de ces nouveaux événements-là. Oui. Je vous remercie beaucoup pour votre présentation. Ça m'a fait plaisir. C'est bon. Puis là, tantôt, je ne sais pas si M. Gébrac est encore en ligne avec nous. Si c'est le cas, je vous inviterai à ouvrir votre caméra et votre microphone parce que tantôt, j'ai manqué une question qui a été écrite dans les communications au lieu des questions et réponses. Alors, bonjour. Bon, donc, la question, c'est pourriez-vous nous en dire plus sur l'autre projet en cours dont vous parliez à la fin avec les communautés amérindiennes du Québec? Oui, bien sûr. C'est un projet en cours qui est dirigé par l'équipe de Christophe Kronick à l'Université Laval, avec la collaboration de toute l'équipe qui était présente au FQRNT. Et l'idée, en fait, c'est justement de permettre aux communautés amérindiennes du Québec de s'approprier cet outil-là. En fait, ce qu'elle voulait tout simplement, c'est être capable d'évaluer quels étaient les risques potentiels, comment on analysait, par exemple, une entreprise. C'est pas toujours facile d'analyser les points forts et les points faibles d'une entreprise. Et en fait, l'indice permet de faire ça. Alors donc, et comme vous le savez, tous les travaux qu'on fait avec les Amérindiens, il faut que ça soit vraiment co-construit. Et donc, c'est une co-construction avec les Amérindiens. C'est bon. Je vous remercie beaucoup. Alors, on serait rendu à la pause. Donc, je vous donnerai une pause de 10 minutes. Donc là, il est 10h15. Donc, on reviendrait à 10h30.
Et pour la présentation de M. Hassani, ça sera mon collègue Louis Bienvenu qui vous présentera M. Hassani et qui posera les questions. Alors, on se revoit dans 15 minutes. Mon nom est Louis Bienvenu, donc je vais vous accompagner pour la prochaine présentation. Avant de commencer la présentation de M. Hassani, just before your presentation, Mr. Hassani, I have a question for another presenters. Okay. Bruno Bussière, s'il vous plaît, peux-tu ouvrir? Il y a une question pour toi. Voilà. Il y a une question qui dit « Je voulais savoir si les données climatiques nécessitent un traitement et une analyse avant de les appliquer au CIP-/W pour fin de modélisation. » Pour la modélisation dans CIP, les paramètres qui sont nécessaires, c'est des paramètres météorologiques climatiques typiques, c'est-à-dire température, humidité, vitesse et direction des vents. Puis on a une meilleure évaluation de l'évaporation parce que et de la transpiration quand on ajoute aussi la radiation nette. Donc, ce sont les paramètres que l'on a besoin, des paramètres météorologiques typiques que peut nous fournir les modèles climatiques, en tout cas surtout température, humidité, vitesse et direction des vents. Là, ça devient plus difficile un peu au niveau des projections, mais il est possible d'en avoir. Puis radiation nette aussi, c'est plus difficile. Il faut aller vers des hypothèses, là, mais il y a quand même certains de ces paramètres-là qui sont directement obtenus des modèles climatiques et d'autres qu'il faut un peu déduire autrement. Mais c'est des paramètres climatiques typiques. C'est juste qu'il faut avoir son évolution dans le temps. OK. Ça semble avoir répondu à la question de la personne. Merci beaucoup, M. Bussière. Alors, on va passer maintenant à la présentation de M. Hassani. Donc, M. Ferry Hassani est professeur au département d'ingénierie des mines et des matériaux de l'Université McGill. Professeur également titulaire de la chaire Webster en génie minier. Et la présentation qu'il va nous faire ce matin s'intitule « Définir, développer, déployer, tester et valider des technologies et procédés avancés de surveillance, de contrôle et d'automatisation afin de permettre l'opération à distance de foreuses rotatives. » Alors, je vous laisse la parole, M. Hassani. It's up to you, Mr. Thank you, Monsieur Bienvenu. This project, which was just described, is in two sections. The first section will be, let me just share the screen. Okay. Right. Okay. Okay. Get it. Okay, that's great. Let's go. The first section will be presented by Dr. Jalal Habibi, who used to be my research associate with a background in electrical engineering and control. And when he finishes, I will take over and discuss the drill bit monitoring, one of the examples of the transmission of data. Okay, you can come in. Hello, everyone. Good morning. Morning. As mentioned by Dr. Hassani, I had the honor to work with him in McGill University and learn about mining processes. So these slides about project key points. So this was an FRQNT research and development project, and we had a couple of industrial partners. We will talk about that. We work with a mine in Montreal, northern Quebec. The mine belongs to ArcelorMittal. And the project was about the deployment of advanced drilling systems.
And the main objective was to identify the challenges for teleoperation of the drills and providing solutions and proof of concept for remote monitoring of mining machinery. So as for autonomous drilling, you may know that this has been in place in industry for many years, for long times, and most of them were working like in semi-autonomous mode. And for remote control, the purpose was to increase productivity and safety, and perhaps we could reach the point that multiple machines could be supervised by one supervisor and work semi-autonomously by themselves. So in this project, we were aiming at providing the network connection to a drill machine from a control room. So we need to receive the data from drilling system, visualize them, and provide the human-machine interface to an operator, and then receive the commands from the operator, and through the network, send back the control command to the drilling machine. So this was the general concept of the project. And we had considered 3 range-specific scenarios here. So the first scenario was a line-of-sight solution, in which we were considering that the operator can see the drill, and the distance is about like 1,000 meters. And the operator could see the drill and control the operation. The mid-range solution was about to provide connectivity over a range of 1 kilometer to 20 kilometers. So this means that perhaps the supervisor is at the mine office and can see the drill operation and supervise multiple drills operation. And we were aiming at evaluating a long-distance solution. It means that the range could be up to 2,000 kilometers, and the connectivity should be established over a long-range network. It could be a satellite or LTE network. These were the 3 scenarios in terms of communication networking. And as I said, we considered LTE network and satellite network both in this scenario. So as you can imagine, this was an interdisciplinary project involving several disciplines: electrical engineering and control, and software for user interface and prototyping and testing, and relatively mid-sized group of students and postdoc and professors were involved in that project. The challenges that we were dealing in this project was, first of all, supervision of multiple drills. This means that when the operator is supervising several drills, how should we visualize the information receiving from different drills to the supervisor? And the other challenge was how to design a communication network. We needed to identify the technology for each scenario, and we needed to evaluate the connectivity and quality of service of each network. And we needed to study how to migrate from existing drills and existing infrastructure to the situation that we could do teleoperation for drilling. For user interface design, this is mostly about software design. So we needed to define a way to present current information from the drills in a very sensible way to the operator. Because you know that when the operator is working on the machine, he can feel the vibrations, he can feel the operation and the rock situation and the terrain. But when you are doing teleoperation, you need to somehow provide the sense of operation to the operator. So change management was a key factor here. It's about training operators and transition stage to move from the current state to the stage that industry would be convinced that they could use this technology. As for software design, we needed data pipelines from multiple drills to be received over communication network. This is mostly about time sensitivity and responsiveness of the software. For controller design, when you are designing a network, a controller over a network, you need to consider the effect of uncertainties in communication network, considering the latency, jitter, and packet dropout. And jitter, by jitter, I mean the variation in the delay itself. So it's different when you have a constant delay or when the delay itself is like fluctuating. And
The other thing was about we needed to evaluate the scenario at the lab for the first stage, and then do lab test. And then we needed to provide network in the loop framework to make sure that the operation will be fine when you are bringing the network inside the control loop. So as for user interface design, we come up with a solution that we can have a multi-tab environment. We designed this interface, and then this can be used to train the operators and could simulate the drilling process in the background. You could show the variables to the operator and make sure that they can receive what they need to supervise multiple drills. So as you can see, you have multiple tabs here, and you can see drill 1, drill 2, drill 3, and map of operation of the system. And this software was working in 2 modes of operation, simulation and real time. In real time, it receives the information from a communication network. In simulation mode, we simulated the dynamics of the drilling system in the background, so you could test the software interface. When can you see my screen? Can you see my presentation? Yes. Yeah, it's fine. And this is a map view of the train. This means that three reels are working, and this is a pattern that they are drilling, and you can click on each of them and then see the productivity for each operation, and then manage the drill from here, from the user interface. A bit of information about control over wireless network. So when we are dealing with control of a process over wireless network, we need to deal with network latency and packet dropout. Sometimes the communication network does not receive what you are sending as packet information from one side to the other side. And one other consideration that was important because of change management was that we needed to keep the OEM's local control functionality. We didn't aim to revamp the whole control infrastructure installed on the drill. We need to add something in a least interventive way to provide remote teleoperation. For this one, we studied the specific control strategy. It's called packetized predictive control, which means that information which has to be sent over the network is divided into packets of information, and you could deal with the packet dropout in the sense that you have some kind of prediction about network quality. And we didn't aim to change the on-the-machine control logic. There was a PLC. We purchased the same PLC at McGill University to connect to the same PLC of the machines, and provide the control functionality for that. Specifically, this is the general structure of the control strategy for rate of penetration control of the machines. So the rate of penetration is a figure of productivity of the machines, and you know that we are dealing with unknown rocks and terrain characteristics, and we need to change the rotation speed and feed force manipulated to achieve the desired rate of penetration. So the geology is not known, but can be identified through the data. And we have the drilling dynamics, and we have process measurement, and the receiving horizontal control receive 2 reference rate of penetration and rotor with reference, and provide commands to feed actuator and rotor actuators. So at the end is controlled rotation and weight on beats. And actually the results is published in 2019. We made prototypes at the lab to test the algorithm. So we simulated the drills over Raspberry Pis with wireless connectivity. For indoor positioning, you know that the drillings are working in open areas, so they have like sub-centimeter GPS for indoor positioning. We purchased a wireless positioning system to simulate sub-centimeter acquisition of the location for each platform. And then we had a screen. For wireless network design, we tested several strategies.
we aim to keep the end tail of the operation of the wireless network, means the infrastructure at the machine the same. And we tried short-range solution, which is the wireless LAN mid-range solution. It was a multi-hub RF network. And for long-range distance, we evaluated the satellite modem, which was expensive. We tried 4G routers. And we purchased this equipment, we tested the situation at McGill. To do the field test and make sure that this connectivity will work, we traveled to the mine in August 2017. The mine is Fairmont, Quebec. So we prepared for the mine, and then we test the wireless connectivity over the pit surface. And we observed that we can reach 4 megabytes per second without directional antennas, which was quite enough for our operation. And other than that, we learned about mine operation and safety requirements, which was an asset for me. That's why I'm working in manufacturing. We learned a lot about these for non-technical parts exactly. And to briefly summarize the project achievement, we identify and address the challenges of remote monitoring and teleoperation. We designed human-machine interface. We made prototypes of this at the lab scales, and we tested long-range LTE network. We did field tests at the mine. We developed predictive control strategies. And this was the key elements for the platform for advanced intelligent mining with wireless communication, control, and machine interface technologies. And we worked on path planning. I'm not reporting path planning here. It was a side job on this one. And then, so we prepared the infrastructure to receive information about sensing and operation. I'm handing over to Dr. Hassani. One of the examples of transmission of the data could be especially on the drill units. Yeah, can I say something to you, Perry? Yes. I have the information that you must finish your presentation at 11:00 hour. Yes, this morning. yes, I will do that quickly. Thank you very much, Mr. Bienvenu. Good. And so 90% of the mines, as you know, on the surface mines are the metallic one, and 60% of the coals are, and most of these are done by drill and blast using tricones. And tricones are made of the various parts, and these inserts, cones, and logs, and when they are working, due to the wear, all of these parts are worn, and then they can develop catastrophic failures. And when the catastrophic failures occur, either it falls into the hole and it takes a long time to bring it up or fish it out, or you leave it in the muck, it might go to the crusher and destroy the crusher. So it is good to know when these are done. All the data could be transmitted. I just go a bit quicker. So the research objectives were actually to try to predict the failure before it does happen, and save us time and money. And for this purpose, at Bloom Lake, with the help of ArcelorMittal and PECTEC, we secured a very geologically the same area, and we instrumented the available drill and putting in the mask, and also on the side, on the base, as well as with the operator. And as you can see, I don't know if you can see the videos working, that these were in the operation. And so other parameters, apart from the horizontal and vertical vibrations, other parameters were also
measured in order to compare to see which one could actually give us the failure predictions. And in a normal case, the International Association of Drilling Contractors have got a drill bit wear of about 10 grades. However, we developed our own, which is on a 5-grade bit. And using that, we did a measurement while drilling, and with the accelerometers that were put on, the vibration, vertical and horizontal, were measured. And but some of the other parameters, such as a rate of penetration, did not give us as good a data. However, the vibrations did actually give the right data, and appropriate signatures were identified, and those were put into artificial neural network. And so you feed the data, and then you get the different class of failures that has occurred. Either the machine automatically stops the machine, or you can actually tell it to stop. By over 16,000 meters of drilling, and the prediction was very accurate, approximately 89% accuracy. And this is being patented, and we are in negotiation with the major manufacturers for drill machine to use it. We would like also to thank the FQRNT and NSERC, as well as Tech Cooperation, because we use some of their mines, ArcelorMittal, Rotocan, PECTEC, which is now Caterpillar, and IDS. Thank you very much. I hope I made the time. Thank you, Mr. Bienvenu. Yes, it's okay. Merci, Monsieur Hassani, Monsieur votre collègue. Maintenant, je vais regarder s'il y a aussi, if there's some question. Presently, there's no question for you, but maybe I can ask you what will be next for the company with all this information. Well, to be honest, at the moment, we are in negotiation with the actual companies to basically take the technology and implement it in their drill machines, and then they can actually use it. Okay. So if most of the manufacturers are foreign manufacturers anywhere, from Sweden and the Japanese and Americans. Okay, then. Thank you very much, sir. Thank you very much, Mr. Bienvenu. OK. Alors, donc, ceci termine les présentations comme telles. Alors, je vais passer la parole à Mme Boucher pour un petit mot de conclusion. Merci, M. Bienvenu. Alors, en terminant, je tiens simplement à dire que c'est toujours très intéressant de constater l'étendue des sujets couverts par notre programme de recherche en partenariat pour le domaine minier et aussi la vitalité de la recherche dans ce domaine. Je pense qu'un événement comme aujourd'hui, ça nous rappelle l'importance de créer des occasions de diffusion des résultats de la recherche et que c'est particulièrement riche lorsque des échanges, comme nous avons pu en avoir ce matin, sont possibles. Donc, je tiens donc à remercier sincèrement tous les participants d'avoir accepté notre invitation à ce webinaire. Merci également aux professeurs qui ont accepté de venir partager les résultats de leurs travaux de recherche aujourd'hui. Merci aussi à nos collègues du FRQNT, à Mme Bergeron et à M. Bienvenu, à mon équipe, pour l'organisation du webinaire. Donc, je laisse donc la parole à Mme Abida Ouyed du FRQNT pour le mot de clôture. Alors, merci encore à tous. Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Abida Ouyed. Je suis directrice des programmes et des partenariats au FRQNT. J'espère que tout le monde m'entend bien. Donc, voilà, au risque de répéter ce que vient de dire Madame Boucher, je vais à mon tour remercier nos conférenciers et notre conférencière pour avoir
participer à ce webinaire et puis d'avoir partagé toute l'information pertinente via des présentations vraiment de niveau très excellent. Alors, à mon tour, professeur Gebrac, professeur Demers et professeur Bussière, de sincères remerciements pour vous. Et aussi, Professor Hassani and Jalal Habibi, I'd like to thank you very much for your participation and for your great presentations you gave us today. Thank you. You're welcome. Alors, je vais juste souligner aussi que tout ça est possible, est rendu possible grâce à ce partenariat-là de grande date entre le ministère des Ressources naturelles et des Forêts et le FRQNT. Nous sommes partis, comme le disait plus tôt là, dans son mot d'ouverture, Madame Boucher, sur un autre cycle de partenariat qui nous mènera jusqu'en 2025, ce qui voudrait dire concrètement que d'autres concours seront à venir. Et donc, de nouveaux projets seront à financer. Et tout ça dans le même objectif, là, le développement de nouvelles connaissances théoriques ou pratiques, le tout au bénéfice et aux intérêts du secteur de l'industrie minière. Bien évidemment, former des personnes hautement qualifiées dans ce domaine aussi, là, assurer la relève. Et ensuite, clairement, et puis l'événement d'aujourd'hui en fait partie, qui est vraiment donné aux partenaires financiers l'accès aux connaissances produites et leur transférer toute l'information et les résultats qui sont nécessaires pour la suite des choses et pour atteindre les objectifs là, du développement durable dans ce secteur-là. Alors, comme mentionné, vous êtes plus de 70 personnes aujourd'hui là, vous êtes inscrits à avoir participé à ce webinaire. C'est vraiment très apprécié. Nous sommes très heureux de ça. Plus tard aujourd'hui ou plus tard dans quelques jours, là, vous allez recevoir un courriel de la part de nos organisateurs, de nos membres ici, là, où vous allez pouvoir trouver deux liens. Un lien qui vous mène à l'enregistrement de ce webinaire. Et puis, il y aura un autre lien aussi, là, qui va vous mener à un sondage de satisfaction. Nous vous invitons donc à prendre quelques minutes de votre temps pour le compléter. Il faut savoir vraiment connaître votre appréciation de cet événement-là. Ça va nous aider certainement pour l'organisation de futurs événements dans ce domaine-là. Donc, je ne peux pas finir sans remercier particulièrement les organisateurs et les organisatrices. Puis, je vais me permettre de nommer plus particulièrement Madame Catherine Bergeron, Monsieur Bienvenu, pour leur travail d'animation. Les deux sont au ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Tout le travail qu'ils ont fait dans l'ombre avec notre équipe ici. Madame Marie Vachon et Katharina Simard aussi. C'est vraiment, sans eux, cet événement n'aura pas eu lieu comme vous venez de le voir. Alors, c'est ainsi que se termine notre webinaire. Encore une fois, merci à tous et à toutes. Je vous souhaite une super belle journée et je vous dis au revoir. À la prochaine, j'espère. Bonne journée à tout le monde.